On va continuer donc cette matinée avec quelqu'un qui est aussi déterminé qu'impliqué et impliquant. Il sait manager les hommes et les femmes comme personne, et il l'a prouvé et il continue de le prouver dans deux secteurs a priori infernaux, hein, télévision, cinéma, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus c'est un homme d'esprit, esprit de manager, esprit canal. Esprit Lescure, es-tu là? Oui, Pierre Lescure, il nous rejoint. Bienvenue Pierre Lescure. Assieds-toi, asseyez-vous à mes côtés. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir, c'est un privilège aussi. Alors, vous avez un regard très fin sur le monde de l'entreprise, sur le management. C'est combien, 18-20 ans à la tête de Canal à peu près? Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai lu quelque chose qui est quand même formidable. C'était l'entreprise rêvée par les étudiants. Quand on parle de l'attractivité des nouvelles générations, on se dit comment on va faire venir les petits jeunes. Canal, entreprise numéro 1. Pas étonnant? Je ne sais pas si c'est étonnant, mais à l'époque, c'était le moment où Canal non seulement se développait énormément en France, mais avait une image de novation. Et on était à peu près 1200 à cette époque-là, et on était 2800 dans les 10 pays où nous figurions à travers l'Europe, avant l'implosion de 2002. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup de salariés, femmes et hommes, qui disaient un certain plaisir à être dans l'entreprise, et surtout qui racontaient leur progression. Au-delà de ça, je pense que ce matin, dans tout ce que j'ai entendu de passionnant jusqu'à il y a quelques secondes, je me disais qu'est-ce que ton histoire de Canal peut apporter à l'ensemble de cette assistance, aux experts et aux DRH ou de responsables de ressources humaines que vous êtes. Je me disais dans le fond, il faut peut-être rappeler les débuts de Canal que vous connaissez comme ça pour 2-3 programmes, mais dont je vais vous rappeler quelques données qui expliquent pourquoi sans doute. Et ça recoupera des choses qu'a dit Rick Orsenaz, qu'ont dit celles et ceux qui sont succédés par rapport à votre thème de cette année. Ça recoupera parce que vous vous rendrez compte que finalement, je me disais ce matin, on a vécu, alors qu'on n'avait pas la formation pour ça, on a vécu des choses qui aujourd'hui sont appelées de vos voeux ou sont appelées et souhaitées par un certain nombre de gens qui sont intervenus. Parce que Pierre, si on revient à la genèse, c'était un peu, souvenez-vous, on est quoi, 84, hein, c'est ça? Oui. On était un peu dans cette délégation de service public. Il faut rappeler l'idée originelle. Enfin, c'est pas une délégation de service public. Oui, voilà, il y a en un tout cas, terme précis. C'est une décision politique qui veut que le gouvernement socialiste, qui est au pouvoir pour la première fois, il y a une alternance 18 ans après la création de la Ve République, et les socialistes décident de faire une télévision payante. Donc forcément, c'est un débat presque idéologique qui choque, et finalement, ça va être créé. Le projet est confié à Havas, société encore globalement proche de l'État, sinon encore où l'État est très présent, Rousselet, et qui est dirigé par André Rousselet, qui a fait une belle carrière d'industriel, mais qui vient aussi de l'Élysée, où il vient de travailler avec François Mitterrand, qui finalement lui a confié la charge d'Havas. Donc tout ça donne un projet qui n'est pas forcément a priori un grand projet d'entreprise, et il faut faire une télé payante. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui, et ce qui éventuellement vous intéresse, c'est que moi, quand je suis engagé en 83, c'est un an avant le début, et André Rousselet me donne à peu près carte blanche pour engager tous les gens de télévision, tous les gens de programme. Et il avait commencé à construire, avec Marc Tessier, avec des gens que beaucoup d'entre vous connaissent, il avait commencé de construire l'équipe financière et administrative. Mais moi, j'ai engagé que des gens qui venaient du service public et qui avaient donc des contrats à vie à l'ORTF ou à l'ex-ORTF. Et on leur disait, viens dans le privé, parce qu'on était une société de droit privé qui avait négocié avec l'État et avec la haute autorité, c'est comme ça que s'appelait le CSA d'aujourd'hui, avait négocié ces contrats de licence, de fréquence, etc. Monopole d'État accordé sous condition, hein, c'est ça? Exactement. Donc on a négocié tout ça, André Rousselet avait négocié tout cela, et c'est pas parce qu'il était André Rousselet qu'il jouait souvent au golf avec François Mitterrand qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait. On avait un contrat comme toute société privée qui veut émettre. Mais
tous les gens qui viennent du privé, donc du public. Et donc, la négociation commence avec eux. Ils nous disent, mais moi, je voudrais pouvoir garder un contrat de garde. Ben non, ce ne sera pas possible. Vous devez couper vos relations. Le cordon, vous quittez le service public de la télévision, vous venez tenter une aventure dans le privé. Donc déjà, il y en a un certain nombre qui ont renoncé, hein, dans mon bureau ou dans celui d'Alain de Greff, mon alter ego dans les programmes. Parce que on parle aujourd'hui de ce terme anglo-saxon, c'était changer leur mindset complètement. Là. Totalement. Et donc, celles et ceux qui viennent à ce moment-là ont déjà sacrément l'esprit de projet et d'aventure, et donc ils sont pas loin de l'esprit d'entreprise. Et ça s'appelle du recrutement de collaborateurs, là. On est en plein dedans, là. Oui, on a une page blanche et il faut engager un maximum de gens. Donc c'est déjà quelque chose qui forge cet esprit d'entreprise. Et si tout ce qui s'est dit ce matin m'a tellement passionné, c'est qu'on m'interroge toujours, et encore récemment, c'était l'anniversaire de 4 ans après la mort d'Alain de Greff, on disait, beaucoup de gens m'interrogeaient sur, l'esprit Canal. C'est pas l'esprit Canal, c'était avant tout un esprit d'entreprise qui a fait naître des talents qui ont donné une certaine ligne éditoriale. Mais c'est d'abord l'esprit d'entreprise qui a fait que tout le monde était à ce point mobilisé. Quelles autres caractéristiques qui sont intéressantes à voir, même plus de 30 ans après, 35 ans après? C'est que, au départ, c'est une chaîne qui doit faire 95% de cinéma. C'est ça le projet c'est une chaîne qui va diffuser des films récents et des films moins récents. Négociation avec toutes les industries du cinéma. Et après 9 mois de négociation, on arrive à un compromis qui fait que nous n'aurons le droit de diffuser, à l'époque, que 50% de cinéma. Donc vous allez faire une chaîne payante, il va falloir payer la télévision pour une chaîne de cinéma qui ne va passer que 50% de cinéma. C'est pas tout à fait bien parti. On nous demandait de préserver le mercredi parce que c'est le jour de sortie des films, donc les exploitants avaient dit vous ne passerez pas de films, pas de film le vendredi soir parce que c'est le début du week-end, les gens vont au cinéma, pas de film le samedi, pas de film le dimanche. On est en 83-4, hein, et c'est pas si vieux, mais vous avez un peu oublié tout ça. Donc on se retrouve avec l'obligation de faire une chaîne à péage qui fait 50% de cinéma. Il va donc falloir trouver autre chose. Mobilisation des équipes, mobilisation des imaginations. Et si on passait du football ? On va essayer de négocier avec le football. Le football dit oui, mais vous allez vider les stades. Puis finalement, quelqu'un dit au Lezéran qui dirigeait à ce moment-là la Ligue de football, de toute manière, ça ne marchera jamais. Prends le blé pendant 1 an et puis on verra bien. Donc il a négocié. Ça parle pour les gens de Lozère, ça. Hein. Comment ? Oui. Et finalement, on a négocié et puis le football en a été content. Et on a acheté pour pas très cher les premiers matchs, mais évidemment, le prix a augmenté. Une dernière chose qui fait les caractéristiques de Canal et qui est née de la contrainte, c'est que tous les programmes dont on parle, et dont on parle encore aujourd'hui dans l'esprit Canal, ce sont des programmes qui étaient diffusés souvent en clair. Mais le clair, ce n'était pas un droit ou un avantage, c'était une contrainte, car l'aile gauche du Parti socialiste, les plus anciens se souviennent de son nom, Jean-Marie Doménac, Jean-Marie Doménac avait dit « il n'est pas question » que les émetteurs de télévision qui sont un monopole d'État appartenant à TDF, qui sont donc financés par la redevance, soient ainsi dédiés à une chaîne pour les riches. Donc il faut contraindre cette chaîne à diffuser des programmes ouverts à tous, à des heures de consommation faciles pour les familles, donc à l'heure du déjeuner et du dîner. Ça a donné le clair et on en a fait la vitrine que vous savez, c'est incroyable, qui a été un agent commercial extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est pour les gens de l'entreprise. Tous ceux qui étaient là, les 350 qui étaient là au début, qu'ils soient dans la partie commerciale, la partie programme ou la partie financière ou juridique ou administrative, ils ont tous eu à bosser sur ces contraintes et ça a créé cet esprit d'entreprise que je crois ensuite on a su à peu près maintenir et développer. Ça passait par le sens de la responsabilité, le sens de la délégation en permanence, le sens de l'information, car au début, vous vous souvenez peut-être que les débuts de Canal ont été relativement compliqués, puisque dans les mois qui ont suivi le lancement de Canal, le même gouvernement de François Mitterrand et de Laurent Fabius ont lancé la 5 et la 6,
donc d'un seul coup 2 chaînes nouvelles en France, nous n'étions que la 4e. Ça voulait dire que pourquoi on va se payer une chaîne payante alors qu'il y a 2 nouvelles gratuites qui arrivent. Donc les abonnements ont chuté et donc chaque salarié était informé en permanence du nombre d'abonnements, du nombre de désabonnements. Intéressant, transparence. Transparence totale. Mon boulot était plus un boulot comme le vôtre, de DRH et de contact permanent. Et de communicants à tous les collaborateurs. Et de communicants en permanence. J'étais dans les couloirs, c'est pour ça que je connais à peu près les 1000 premiers, je les connais tous et je connais toute leur famille, parce qu'il a fallu aller les convaincre chaque matin pratiquement, puisqu'ils avaient dîné en famille la veille et on leur disait « trouve un boulot, cette boîte va fermer ». Donc forcément, j'allais sans arrêt leur remonter le moral, et puis ils avaient souvent un gros moral chacune et chacun, et donc on les nourrissait au maximum d'argumentaire et d'informations. Mais ça veut dire que le patron que vous étiez, Pierre, il avait lui une vision et il y croyait suffisamment pour faire passer ça. Non mais on y croyait, là ce serait refaire toute l'histoire de la télévision à péage, mais on y croyait parce qu'on croyait à ce modèle nouveau de consommation. On a créé à l'époque la multidiffusion. C'est-à-dire qu'on passait les films 7 fois. C'est l'ancêtre du replay, quelque part. Ah ben oui, c'est l'ancêtre du replay. On diffusait les films 7 fois, et quand il y a eu les premiers réabonnements, les premiers abonnements étaient de 6 mois, on a fait une enquête, et 88,8%, le chiffre m'est resté, des abonnés disaient mon premier motif de réabonnement, c'est le service pratique de la rediffusion des films. Parce que moi, je travaille de nuit, moi, je travaille en restauration, je suis jamais là pour regarder les films en prime time, je peux les manger le matin ou l'après-midi. Alors, c'est intéressant quand même, cette fenêtre. Mais vous voyez les mots que j'ai employés, ben, c'est ceux qu'employait Eric, qu'ont employé Denis et d'autres intervenants tout au long de la matinée sur ce que vous cherchez dans l'entreprise. Ça s'est créé des contraintes et ça a mobilisé toute une génération de gens de télévision. Et nous, ça nous a amené, bien entendu, à avoir une obsession de toujours déléguer, toujours donner en plus les moyens pour les programmes qui devaient justifier le paiement. C'est pour ça qu'un des premiers investissements qu'on a fait, Rousselet nous a donné un budget particulier, De Greff et moi, pour qu'on prenne une équipe qu'on avait castée, venant d'horizons très divers, qui était composée de 9 garçons et filles, qu'on a de humoristes, de talent au départ. Ils étaient 9, on les a mis dans un studio labo où ils ont travaillé pendant 9 mois. Et au bout on les voyait deux fois par semaine, Alain De Greff et moi, mais ils ont travaillé pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, on a dit, bon, on arrête l'expérience, vous nous donnez maintenant toutes les cassettes, on va regarder ensemble dans un séminaire toutes les cassettes que vous avez sorties. On était déjà, pardon de vous couper, Pierre, on était déjà dans la co-construction, on était déjà dans le mode projet, il y a 30 ans. Hein. Et donc, en sortant de là, on a tout regardé, on a travaillé pendant 2 mois pour analyser tout ce qu'ils avaient sorti, il y avait des choses absolument phénoménales. On a gardé finalement que 6 jeunes gens, on a pris tous ces morceaux épars et on a confié ça à une équipe éditoriale pour essayer de construire quelque chose. Ça a donné Objectif Nul, pour ceux qui l'ont vu à l'époque, qui a été le premier acte des nuls et le premier acte qui a commencé à marquer très fort l'identité éditoriale de la chaîne. Et puis entre les 6 qu'on avait gardés, 2 sont partis et ça a donné les 4 nuls. Excellent comme histoire. Hein. Voilà. Pierre, par rapport à tout ça, je disais tout à l'heure, Denis en parlait aussi, les égos OS et les égos AUX, c'est quand même pas évident parce qu'on a un bon exemple de gestion des ressources humaines avec des ressources humaines qui sont un peu particulières parce que c'est des talents. Donc on a forcément des personnalités qui sont très fortes. Donc justement, on parle de transparence, on parle de délégation, on parle de responsabilisation, on parle aussi de co-construction, tous les termes qui nous parlent aujourd'hui. Mais ce n'était pas forcément évident. Et puis déjà, les 2 égos, Alain De Greff, Pierre Lescure. Oui, avec Alain De Greff, on avait un problème compliqué, c'est qu'il y avait une délégation, j'étais son patron, il était mon numéro 2, et en même temps on était très amis.
Mais on avait un fonctionnement qui faisait que plus j'ai commencé à, non pas grimper dans la hiérarchie, mais à avoir de plus en plus de périmètre de responsabilité. Parce qu'après, vous êtes devenu président. Hein. J'ai succédé à André Rousselet, puis on a commencé à aller dans ces 11 pays dont je vous parlais. On était dans toute l'Europe, et puis on a lancé Canal+, Maghreb, puis Canal+, Afrique. Donc j'étais de plus en plus souvent absent, mais dès que j'étais là, on faisait le point avec De Greef. Et finalement, j'étais souvent 9 fois sur 10 d'accord avec lui. Mais j'ai appris, parce que ce n'était pas ma formation, j'ai une formation de journaliste et ensuite de producteur, mais c'est que je comprenais qu'il fallait certaines fois que ma conviction de patron, qui avait normalement la décision finale, faisait que quelquefois, sur le 10e sujet sur lequel on avait un différend, je devais lui laisser le final cut. Ce n'était pas quelque chose qui m'apparaissait comme vital, mais quelque chose où je pensais qu'on allait peut-être se planter sur un programme, sur un nouveau petit service, une évolution du service. Et il lui arrivait de ne pas être d'accord avec moi, je le laissais faire, il avait raison. Il est arrivé que j'ai eu raison, mais je n'ai pas regretté psychologiquement d'être attentif à cette délégation. Je sais qu'Alain était comme ça avec ses collaborateurs et qu'on fonctionnait comme ça. L'obsession chez nous, c'était de se dire, il faut que les gens soient heureux, donc relations sociales et surveillance de leur état d'humeur et de confort, qui ne veut pas dire se reposer, mais d'accomplissement. Qu'ils soient totalement concernés par l'entreprise et qu'ils aient finalement une capacité à donner 101% de leur capacité. Si on atteignait ça, je pense qu'on l'a atteint pendant une quinzaine d'années, ce qui est quand même pas mal. Alors, il y avait quand même une gestion au doigté, avec du doigté pour un juste équilibre, mettre aussi un petit peu de pression, hein, quand même. Ah ben, la pression, vous savez, c'était un métier de négoce. On parle tout le temps de l'esprit canal comme une espèce de beau geste. J'ai essayé de vous le décrypter, c'est le cas de le dire. Mais d'abord, on faisait du négoce, on vendait des abonnements. Donc, tout salarié avait les deux chiffres pour aller directement sur les chiffres commerciaux. Et donc, quand ils arrivaient le matin, ils pouvaient voir à combien d'abonnés on était. C'était vrai dans les 5 premières années, les 2 premières années de survie. Et on a continué tout au long de ma présence, en tout cas jusqu'en 2002. Tout salarié pouvait aller voir le nombre d'abonnés et la progression sur la journée et le nombre de désabonnements. Et on avait accès à un boulot que faisait le centre d'accueil téléphonique et les services commerciaux qui informait hebdomadairement tous les salariés des raisons principales argumentées de désabonnement, afin que tout le monde le sache. Donc du coup, on a une entreprise qui responsabilise. Mais on n'était pas parfait, on a appris sur le tas. Hein. Je veux dire qu'on n'avait pas la science infuse. On s'est planté. Tout le monde se souvient des programmes qui ont marché, tout le monde a oublié les programmes qui n'ont pas marché. Quand les nuls se sont arrêtés pour se lancer dans La Cité de la Peur, leur film, dont on a fêté le 25e anniversaire à Cannes cette année, on a lancé avec De Greef un programme qui s'appelait Les Nouveaux, que vous avez toutes et tous oubliés, et où on s'est planté joyeusement. Non, mais c'est le fameux test and learn dont on parle aujourd'hui. Test, fail and learn, et puis recommence. Je rebondis, Pierre, sur Cannes. C'est pas tout à fait le même exercice, mais on est encore un peu comme on avait le Lémoujotte, vous et De Greef, là, avec Frémaux. Comment ça se passe? Ça, on est entre nous, là. Oui, on est entre nous, mais c'est un truc simple. Hein. Le Festival de Cannes, c'est une association reconnue d'intérêt public. Le président a l'autorité morale, l'autorité juridique, la signature... Je précise que vous n'êtes pas rémunéré en plus. Hein. Non. A la signature financière et n'est pas rémunéré. Même si on a quelques frais payés, c'est peu de choses. Et donc, c'est cette autorité-là. Et Frémaux a la direction opérationnelle et le cœur du réacteur, c'est-à-dire la sélection. Donc à partir de là, le jour où j'accepte, pour avoir fait quelques expériences d'entreprise par ailleurs, quand j'accepte cette fonction, elle me gratifie, j'ai envie de m'y consacrer autant qu'il le faut. Mais le deal est clair. Mais le deal est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'État, parce que ça vous tient à cœur aussi, Pierre. Notre thématique, l'entreprise Providence. Alors, vous le dites toujours, il y a quelques invariants, des choses qui n'ont pas changé en 30 ans, les histoires de le digital, la mondialisation, tout ça, on en a toujours parlé. Le rôle de l'État Moi, je suis au regret, comme disait la chanson,
je suis au regret que l'État soit de moins en moins présent dans la politique culturelle et des médias, de la communication et de l'ensemble de l'industrie des médias, soit beaucoup moins présent qu'il ne l'a été. Et je ne parle pas simplement du souffle culturel, même si on notera que deux présidents qui ne sont pas les moindres de la Ve République, comme le général de Gaulle ou François Mitterrand, ont eu André Malraux et Jack Lang. Ça laisse des traces. On a doté ces administrations de budgets forts, mais il y avait une politique forte et des moyens d'action forts. Du temps du général de Gaulle, il y a eu les autoroutes et un certain nombre de grands équipements, mais la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire dont on parlait ce matin... Et à l'action régionale. Et à l'action régionale. C'est quelque chose où j'ai fait mes premiers stages de journaliste pour aller voir comment fonctionnait l'administration, et ça m'a marqué à jamais. Ça m'a marqué à jamais parce que je voyais combien des plans quinquennaux en démocratie occidentale pouvaient avoir des effets extrêmement forts. Et ça a été fait sous le général de Gaulle, et dès la Libération, mais sous le général de Gaulle avec Malraux sur le plan culturel, et sous l'ère Mitterrand avec Jack Lang, les grands travaux, tout ça, hein. Avec les grands travaux, et aussi la politique médiatique. Il est évident que l'État ne peut pas rentrer dans toutes et vouloir mettre la main, j'évoque évidemment pas ça, dans toutes les sociétés de médias et de communication. Mais à un moment où on voit bien que les enjeux sont politiques, économiques, mondiaux, et qu'on est un pays qui est de dimension modeste, quand on a des champions, il faut absolument que l'État regarde de près comment il fonctionne et comment l'entreprise va être managée stratégiquement. Il y a des entreprises de médias aujourd'hui qui sont très très bien gérées financièrement. Je pense à mon ancienne entreprise, ouais, j'allais le dire, où les résultats financiers ne sont pas mauvais. Les dirigeants font des profits assez considérables, mais il n'y a plus de stratégie. Et la France aujourd'hui... Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, il y a un plan social. Là, oui, de 20% du personnel. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de champions français. Et l'État intervenait. Moi, quand j'ai été aux affaires, notamment au début des années 80, l'État était extrêmement présent. Il y a eu plusieurs projets de pouvoir doter un certain nombre d'organismes comme le CSA de plus de pouvoir, comme c'est le cas aux États-Unis, où la FCC a un pouvoir de régulation économique par décret, dirait-on chez nous, et sans faire des grandes lois fédérales, des grands business fédéraux, ils ont un pouvoir de régulation et d'impulsion très très fort. Il y a un système qui fonctionne en Angleterre, tout le monde nous parle de la BBC, mais il y a d'abord l'Ofcom, qui est un organisme d'État qui coordonne et qui impulse beaucoup la politique industrielle entre les privés, ITV, entre et Sky, et les publics comme la BBC. Et je pense que on prête au gouvernement actuel de vouloir réunir le CSA, l'ARCEP et sans doute Adopi. Ça peut être bien, mais en tout cas, il faut surtout que l'État soit beaucoup plus proactif. En tout cas, c'est ma conviction dans ces politiques-là. Et plus largement, l'État a perdu la main et devrait être plus présent. Parler de plan quinquennaux tout à l'heure pour donner une vision. Ah ben c'est ma conviction. Les Chinois donnent l'exemple à leur dimension. On peut le faire de façon démocratique. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait plus aujourd'hui. Je ne vois pas ce que le monde digital ou la mondialisation aurait changé à cet aspect des choses. Si on peut le faire au niveau européen, c'est encore mieux, mais en tout cas au niveau français, sûrement. Il y a un point aussi que tu aimes à relever par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de transparence. Il faut que les choses soient dites. Dans l'entreprise ? Dans l'entreprise et l'État aussi. Oh ben, ça me semble couler de source. Je ne sais pas faire autrement. Pierre Lescure, je vous demande de l'applaudir. Qui a envie d'interroger Pierre, de réagir ? Parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Fred, tu m'as piqué un des micros. Il m'en manque un. Si je veux passer le micro pour des questions-réponses. Qui veut poser une question ? Qui veut réagir ? En même temps, c'est l'heure de déjeuner. Hein. Oui, mais ça va nous mettre en appétit. Tu as déjà commencé. Est-ce qu'on a le troisième micro, messieurs ? On ne l'a plus.
Non, 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 non. Qui veut réagir? Ah, allez. Tiens, est-ce que Frédéric, c'est bon pour le micro? Tiens, il y a quelqu'un là-haut. Regarde, merci de lever la main. Voilà. Et on va vous passer le micro. Et merci de vous présenter. Attendez, je vais vous tendre le mien. Décidément des problèmes avec les micros. Merci Frédéric. Merci Monsieur Lescure pour cette intervention. En vous écoutant, en fait, je ne peux pas oublier aussi que vous êtes président du Festival de Cannes. Et j'avais envie de vous demander si vous trouvez qu'il y a des grands films sur le travail parus récemment. Sur le travail récemment, il y a eu de beaux films sur l'agriculture. Petit paysan est un très grand film. Il y en a un dont le titre m'échappe qui doit sortir en septembre, qui est un autre très beau film sur l'agriculture. Mais sur le travail en général, bon, il y a eu La loi du marché et le film de Brizet qui a valu la palme du comédien pour Vincent Lindon, mais j'en vois pas. Ah, puis le Ken Loach, mais on est plus sur les drames sociaux que sur le travail. Allez, j'ai une autre question. Voilà. Thomas Legrain. Depuis ce matin, on entend beaucoup parler effectivement d'entreprises responsables ou d'États responsables, et vous êtes le premier à avoir mis en avant les collaborateurs. Et c'est vrai que quand on voit les entreprises, pour être responsable, il faut à la fois investir pour avoir des idées, des contenus, mais après, pour être efficace, il faut aussi investir sur les acteurs. Et effectivement, est-ce que l'enjeu, puisque une entreprise, c'est finalement une somme de collaborateurs, un État, une somme de citoyens, est-ce que l'enjeu stratégique derrière, au-delà des idées, c'est pas surtout de rendre responsables chacun des individus et est-ce que c'est pas un message à passer aux entreprises en disant que si elles doivent investir, c'est pour essayer demain de former, je dirais, des générations entières d'individus responsables, et pour rejoindre un peu les préoccupations qui sont les nôtres au niveau de la formation, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu majeur, au-delà de l'investissement sur les idées, d'investir très massivement pour les entreprises sur la formation de leurs collaborateurs pour faire en sorte que les générations futures soient des générations d'individus responsables? Et c'est justement... parce que collectivement, tout le monde fait le diagnostic, tout le monde est d'accord, mais après, quand on revient à chacun des individus, on se rend compte que les comportements individuels ne sont pas forcément les mêmes. Je vous rejoins forcément par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai essayé de raconter, mais en plus, vous êtes tous et toutes, vous serez sans doute toutes et tous d'accord avec moi, on a besoin de gens compétents, on a besoin de gens bien formés, on a besoin de gens bien éduqués et qui ont du goût pour le travail. Et puis, ce qui fait la différence entre deux collaboratrices, deux collaborateurs, c'est leur capacité à avoir un point de vue. Je n'ai pas dit une opinion, un point de vue sur un sujet. Dans toute réunion de travail, dans toute réunion de projet, dans toute réunion de mini-crise ou de difficulté, qui fait la différence? Ce sont les collaboratrices et les collaborateurs qui vont avoir un point de vue. Même si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue, ça nourrit le débat, on avance, on a des chances de s'en sortir. Tout ce qui concourra à former les gens, à pouvoir étayer leur point de vue, le développer et surtout leur capacité psychologique, le sens, l'idée que c'est l'entreprise où ils sont attend d'eux ça, je pense que c'est une valeur ajoutée phénoménale pour les dynamiques et pour l'esprit d'entreprise. Oui, Pierre, moi ce qui m'a totalement fasciné dans ce que vous nous avez raconté, puisqu'on est sur la Providence, c'est vous partiez sur une chaîne nouvelle, sur un paysage qui était plutôt un environnement plutôt pessimiste, et vous avez choisi des collaborateurs qui avaient une protection à vie. Et donc je voudrais savoir quels sont les critères qui d'abord vous permettaient de cibler telle ou telle personne. Est-ce que c'était le goût de l'aventure, de la prise de risque? Est-ce que c'était le goût de se remettre en cause par une lassitude d'un métier déjà classique? Est-ce que c'était la capacité de l'empathie? Et ensuite, sans vouloir trahir de secret,
quels sont les arguments que vous utilisiez pour dire je te demande de partir avec moi en avion, mais tu laisses ton parachute sur le tarmac. Donc, est-ce que c'est le crédit de l'entreprise par le patron? Donc, quelle est la part de confiance que peut donner un Rousselet, un De Greef, un Lescure? Est-ce que les collaborateurs qui sont venus avaient une parfaite conscience du côté complètement dingue dans lequel vous partiez, et sur un modèle qu'ils ne connaissaient pas, puisqu'il n'y avait pas de référence? Et donc moi, c'est ça qui m'a fasciné. C'est que je pense que le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel on va avoir besoin d'aventuriers. Et vous, vous avez été une équipe de dingue qui a fait un truc de dingue avec une créativité permanente que vous deviez inventer quasiment tous les jours. Donc c'est ça qui me fascine dans votre aventure humaine. De façon modeste ou immodeste, je pense qu'on s'est effectivement, Jean-Paul, pas trop gouré sur le casting. Mais on a passé beaucoup de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que sur les 100 premières personnes que j'ai reçues, qui venaient toutes du service public, ou proches du service public, j'ai dû en prendre une trentaine. Il y en a 70 dont on sentait qu'ils ne tiendraient pas ou qui renonçaient. Pour les raisons que vous avez très bien énoncées et listées. Un certain goût de l'aventure. Moi, je les faisais beaucoup parler de leur famille et de leur creuset, ce qu'ils avaient fait avant, ce que faisaient leurs conjoints ou conjointes, pour savoir s'il y avait une stabilité ou en tout cas un équilibre économique au sein du couple. Absolument, ils embarquaient une famille. Et je vous assure, hein, c'était tous les jours que faisait le bon Dieu, comme dit l'autre. J'avais des collaborateurs qui avaient passé une soirée horrible où leurs parents, leurs parrains leur disaient « Change de boîte, je t'assure, je vais te trouver autre chose. » Vous vous rendez compte que le jour où on a lancé Canal, le 4 novembre 84, André Rousselet est interrogé en direct, en duplex de la chaîne, par la deuxième chaîne, qui s'appelle donc Antenne 2 encore à l'époque, et c'est Claude Sérillon qui présente le 20h. Il pose une question, deux questions à André Rousselet. Alors, le prix s'est lancé aujourd'hui, est-ce que vous êtes content, etc., etc. Puis d'un seul coup, Sérillon, qui a toujours été un peu moqueur, s'arrête et dit « Enfin, André Rousselet, vous êtes bien conscient que c'est d'ores et déjà un échec. On est aux 20h de la 2. » Donc je peux vous dire que la fête, il y a un petit blanc. Hein. Toute la chaîne était devant la télé. Il y a un petit blanc derrière, il faut ramer et remettre champagne pour tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est qu'à chaque fois, il a fallu ça. Il fallait analyser, mais ça, c'est un travail que vous faites dans tous vos engagements les unes et les autres. Il fallait vraiment, dans ces circonstances-là, les faire parler de leur connaissance du métier, puisqu'effectivement, les deux seules références qu'on avait dans des projets de chaîne APH, c'était un exemple canadien qui s'appelle First Choice et HBO qui existait depuis 2 ans aux États-Unis. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres chaînes APH en Europe ou dans le monde. Donc il fallait savoir comment ces gens, nos interlocuteurs et interlocutrices, avaient leur connaissance du métier, leur analyse, leurs interrogations sur l'avenir de la télévision. Et ensuite, leur goût d'aventure et, oui, un certain équilibre personnel, économique, je dirais pas affectif, mais un équilibre moral fort. Voilà. Bonjour et bravo pour tout ce que vous avez accompli, parce que cette aventure est... Non, mais j'avais envie de partager ces souvenirs. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais m'adresser maintenant au président du Festival de Cannes et lui dire ce que l'on entend ici ou là dans des milieux peut-être pas toujours très bienveillants. Donc, finalement, le côté clinquant, le côté superficiel du Festival de Cannes, qui est important pour l'industrie cinématographique française, mais qui quelque part est un peu choquant par rapport à un certain nombre de misères vécues par des personnes. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de réaction? J'imagine que vous avez dû l'entendre. Oui, en même temps, je vois pas très bien ce dont on parle. Est-ce que les misères du monde feraient qu'on doive venir en salopette ou en survette voir les films du Festival de Cannes? Ouais, je vois pas très bien. En revanche, qu'on présente toutes les cinématographies, tous les films,
Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément beaucoup de films sur le travail, mais il y a beaucoup de films sur les drames sociaux. Ken Loach est un habitué. Les 2 films de Brizet ont marqué. Il y a des films asiatiques, des films africains, encore cette année, et sud-américains singulièrement, qui ont marqué par leur engagement. On essaie d'accompagner tout cela. Après, il y a le tapis rouge, mais c'est un moment. Et en même temps, quand vous allez au cinéma, vous pouvez voir beaucoup de films sociaux, vous pouvez voir des drames intimes, et puis vous voyez aussi des stars, hommes et femmes. Vous voyez, forcément, c'est une usine à rêves quand même, le cinéma, même quand il traite du social et du... Et donc, voilà. Oui, une question déjà historique, parce que je ne connais pas la raison. Vous avez dit on a créé Canal+ parce qu'il fallait créer une chaîne payante. Alors, la raison stratégique à l'époque, je ne la connais pas. Et la deuxième question, et c'est plus aussi pour notre communauté de ressources humaines, vous avez utilisé le mot il fallait que les collaborateurs s'accomplissent. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être au travail. Et je me disais, mais le mot accomplissement, qui n'est pas l'engagement, hein, qui est au-delà. Et quand on entend les jeunes qui parlent en fait d'accomplissement et qui parfois sont en doute par rapport à ça, par rapport à leur activité, je trouvais que ce mot, peut-être, c'est un mot pour moi, en tout cas très inspirant. Et je voulais que vous alliez plus loin quand vous disiez un collaborateur accompli. C'était quoi pour vous ? Je réponds déjà à cette question-là. C'était quoi? C'était des gens qui avaient accepté de se lancer dans une aventure et dont nous avions pensé qu'ils en avaient le caractère, les unes et les autres, et qu'ils en avaient sans doute les qualités. Donc, on a toujours tenu... C'était un donnant-donnant entre eux et nous, qui les engagions. Et donc, on est resté très attentifs tout au long de ces années, avec De Greef, avec la DRH, avec l'ensemble des services, et y compris dans les services commerciaux, administratifs, techniques, à suivre ensuite l'évolution des gens. Et quand vous les connaissez bien, et que vos collaborateurs dans les différents départements sont imprégnés de cette attention-là, de cette volonté de connaître un peu l'état de santé morale et personnel des collaborateurs et collaboratrices. Vous voyez bien quand il y a un truc qui ne va pas. Donc, le dialogue, on discutait beaucoup. Je vous assure, vous pouvez interroger, je ne crois pas que je serai démenti, quelques milliers des collaborateurs qui ont vécu dans les 18 premières années ou 20 premières années de Canal. Ils ont d'abord très très bien travaillé ailleurs, parce qu'ils s'étaient assez bien accomplis à Canal. Ils ont souvent quitté Canal, et vous avez beaucoup de collaborateurs qui ont des rôles maintenant importants dans les grandes chaînes ou dans les grandes boîtes de production ou à l'international, qui ont eu cela parce qu'il y a eu ce sentiment qu'ils étaient suivis, qu'on était attentif à eux, mais on ne les dorlotait pas. Hein. Il y a des engueulades mémorables, il y a eu des sanctions, il y a eu même des gens virés. On avait une vie normale, hein. Ce n'était pas les bisounours, et on n'était pas... J'ai passé l'autre jour sur Twitter un gag qu'on avait fait sur l'autocongratulation, c'était pour rire, hein. Mais ce n'était pas du tout les bisounours, parce qu'on avait une ardente obligation, c'était de vendre des abonnements, hein. On était là pour faire du chiffre, et qui est le moindre des abonnements possible. Mais il y a beaucoup de collaborateurs qui ont été envoyés faire des stages dans les centres d'accueil téléphonique pour entendre les doléances des abonnés. C'est vachement intéressant. Et les obliger à dialoguer avec eux. Pour que des abonnés leur disent « Oui, vous avez l'air de péter dans la soie, est-ce que c'est bien digne ?» etc. Parce qu'on a eu ça. Moi, je me souviens qu'il y a eu une remontée. À un moment, on avait fait une fête énorme pour les 10 ans. Et donc, c'est sorti dans la presse. Et les abonnés commençaient à appeler en disant « Dites donc, c'est avec mon pognon que vous faites la fête. » Allez, une dernière question, très courte. La première question, je réponds à madame. Oui, pardon. C'est très historique, mais c'est juste pour être précis. Ah oui, en fait, à l'époque, quelques années avant, la première chaîne, était passée sur un autre réseau couleur. Donc, il y avait un grand réseau hertzien noir et blanc, au départ noir et blanc, qu'on pouvait facilement adapter pour la couleur, qui était inutilisé.
Donc ça semblait aux techniciens et aux collaborateurs du ministère de la Communication et des Postes, car c'était le ministère de la Poste qui gérait ça, ça semblait bizarre d'avoir quelque chose qui n'était utilisé, qui n'était pas utilisé. Et il y a un type du ministère, dont j'oublie le nom, et c'est pas gentil, qui a eu un jour l'idée de dire « Mais pourquoi on n'utiliserait pas ce réseau hertzien pour faire une télé ? Mais on en a déjà assez, on dit les gens. » Mais il a dit « Oui, mais on pourrait faire une télé à péage qui diffuserait des films, des opéras, etc. etc. » Voilà. Après, le projet a suivi son chemin. Charles-Henri. Charles-Henri Bessard-Desor, est-ce que le succès de Canal+ s'explique par la crise initiale, le fait que tout le monde est monté sur le bateau, comme vous l'avez dit? Et est-ce qu'il faut conseiller à toutes les entreprises d'avoir une crise comme celle-là? Parce que si vous regardez Southwest Airlines dans l'industrie aérienne, en 71, ils ont failli crever, ils n'ont jamais pu décoller. Et en fait, cette entreprise est absolument exceptionnelle dans l'industrie aérienne. Est-ce que vous avez fait la même chose? Je pense qu'il ne faut pas... C'est comme même chose, pardon, Pierre, même chose avec M6 aussi, hein, au départ, la chaîne en trop. Hein. Je pense qu'il ne faut pas... Évidemment, je comprends bien le caractère gentiment provocateur de votre question. C'est mieux de ne pas naître avec une cuillère d'argent dans la bouche et de naître... La contrainte, c'est comme en sport, c'est comme dans la création. Je pense que c'est vrai aussi dans toute entreprise. Les contraintes sont celles qui vous forment le mieux, c'est à n'en pas douter. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.